Bienvenue dans le débat consacré aux élections en Roumanie et en Pologne, deux pays clés pour l'Union européenne et pour l'Ukraine. En Roumanie, c'est Nicușor Dan, le maire de Bucarest, candidat pro-européen qui a remporté l'élection présidentielle. Mais son rival, le nationaliste George Simion, a demandé l'annulation du scrutin en raison, dit-il, d'ingérences extérieures, notamment la France, ingérence démentie par Paris. Le recours a finalement été rejeté aujourd'hui par la Cour constitutionnelle roumaine. La Cour continue son coup d'État, a réagi le nationaliste sur X, et Simion invite d'ailleurs ses partisans à le rejoindre. En Pologne, la campagne pour le second tour de la présidentielle a lieu dans un contexte tendu, après un premier tour dont le résultat est plus serré que prévu entre le candidat pro-européen et le candidat nationaliste. Dans ce pays aussi, des tentatives de déstabilisation du scrutin sont mises en avant. Alors, quelles leçons tirer du scrutin en Roumanie? On va revenir sur ces accusations d'ingérence de la France démenties par Paris. Se dirige-t-on vers une crise politique? En Pologne, comment le candidat pro-européen peut-il battre son rival populiste? Et quel est l'impact finalement de ces scrutins sur l'Ukraine, sur les partenariats avec la France, l'Europe et l'OTAN? On pose ces questions à mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Ulrich Buna. Bonsoir. Merci d'être dans le débat. Vous êtes analyste géopolitique et chercheur associé au think tank Eurocréative. En face de vous, Georges Mink. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS et auteur de La Pologne au cœur de l'Europe de 1914 à aujourd'hui. Histoire politique et conflit de mémoire. Et c'est aux éditions Buchet-Chastel. Pascale Joannin est avec nous ce soir. Bonsoir, directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Nous avons à Bucarest Mirel Brain, notre correspondant de France 24, donc correspondant de France 24 en Roumanie. Bonsoir Mirel et bienvenue dans le débat. Avant de démarrer cette discussion, je voudrais d'abord revenir sur les résultats le résultat de l'élection présidentielle en Roumanie. Elle a été emportée, cette présidentielle, par Nicușor Dan, qui a recueilli, on va le revoir, 53,6% des suffrages contre 46,4% des suffrages pour le candidat populiste George Simion. Ce sont donc les résultats définitifs du scrutin. On voit que l'écart est important grâce notamment à une forte mobilisation qui a fait barrage au candidat populiste. La Cour constitutionnelle a donc rejeté aujourd'hui le recours déposé par George Simion. On va faire un point en image avec Elliot Samuel. À l'unanimité, les juges de la Cour constitutionnelle roumaine rendent leur verdict. Le résultat de l'élection présidentielle de dimanche est bien confirmé. La Cour constitutionnelle, au nom de la loi, décide de valider l'élection de M. Nicușor Dan comme président de la Roumanie. Les juges ont donc décidé de rejeter la requête du candidat nationaliste George Simion d'annuler le scrutin. Dans la foulée, son adversaire Nicușor Dan reçoit les documents validant son élection. La Roumanie est un État démocratique. Il y a des partis politiques qui cherchent le scandale. Je pense que petit à petit, les gens comprendront tout cela. La Roumanie est une démocratie. Nicușor Dan, candidat pro-européen, l'a emporté dimanche avec plus de 53% des suffrages. Mais après avoir félicité son adversaire pour sa victoire, le candidat nationaliste George Simion, arrivé en tête au premier tour, avait changé de stratégie en demandant l'annulation du scrutin. En cause, selon lui, une ingérence de la France et de la Moldavie, des accusations fermement rejetées par Paris. George Simion ne cache pas sa colère. La Cour continue son coup d'État. Tout ce que nous pouvons faire, c'est nous battre. Je vous invite à vous joindre à moi aujourd'hui et dans les semaines à venir. La Cour constitutionnelle a donc décidé de ne pas prendre la même décision qu'en novembre, lorsqu'elle avait annulé le premier tour de l'élection présidentielle. Un autre candidat nationaliste, Călin Georgescu, était arrivé en tête, mais le scrutin était entaché de soupçons d'ingérence russe. Désormais, le nouveau président va devoir rétablir une confiance ébranlée suite à des mois de crise sans précédent dans le pays. Mirel Brain, vous qui êtes à Bucarest, d'abord, est-ce qu'il y a un risque de crise politique lorsque George Simion appelle ses partisans à le rejoindre? Est-ce qu'on est un peu dans un scénario à la Trump? Pour l'instant, tout est calme à Bucarest. C'est vrai que George Simion et son équipe ont la capacité de mobiliser leurs troupes et les foules.
Mais pour l'instant, on ne prévoit pas vraiment une grosse crise et des confrontements dans les rues de Bucarest. Les Roumains sont déjà fatigués par tous ces retournements de situation dans toutes ces élections. On a eu une élection annulée à la fin de l'année dernière. On a eu une nouvelle élection là au mois de mai. Je pense que les gens sont un peu fatigués de la politique, de tous ces débats et de tous ces n'importe quoi qu'on entend de la part de ces mouvements souverainistes. Georges Simion a reconnu sa défaite et puis 2 jours plus tard, il a changé d'avis. Donc, ces gens-là, ils disent quelque chose aujourd'hui, demain, c'est le contraire. Donc, on ne peut pas vraiment prendre très au sérieux ce qu'ils racontent. Les Roumains, d'après ce que je vois autour de moi, ils ne partagent pas du tout l'avis de Georges Simion, comme quoi la France aurait manipulé les élections en Roumanie. Ça a été un vote clair en faveur de Nicu Jordan. Et c'est une victoire de l'Europe également. C'est une victoire de l'Europe et également Ulrich Bouna. Pourquoi est-ce qu'il y a cette propagande anti-française en Roumanie? Pourquoi est-ce que la France est mise en cause comme ça? On parle d'ingérence de la France dans le scrutin quand même. Je pense que ça tient à 2-3 choses. Le premier élément, c'est que la France et notamment Emmanuel Macron est quand même positionné aux avant-postes de l'Europe depuis quelques temps, depuis, on va dire, au moins 1 an ou 2 par rapport notamment à ce qui se passe en Ukraine. Et donc, effectivement, la campagne des populistes en Roumanie ou ailleurs étant fortement anti-Union européenne, elle vise principalement les principaux leaders de l'Union européenne. Et il y a une surcouche en Roumanie qui est que c'est la France qui est responsable de, on va dire, qui a la tête de pont, en fait, de la mission de l'OTAN sur place. Et donc, effectivement, il y a eu énormément de fake news autour du rôle, justement, des soldats français de cette opération qui sont sur place en disant qu'ils allaient peut-être essayer de déstabiliser le scrutin. Et donc finalement, dans ces circonstances, ce qui était complètement faux bien sûr, hein, mais dans ces circonstances-là, effectivement, on va dire que la France était un petit peu le bouc émissaire idéal en représentant et l'Union européenne et une éventuelle présence directement sur le territoire roumain, avec un dernier élément qui est que, pour le coup, Nicu Jordan, je crois la veille ou l'avant-veille des élections, a publié justement une vidéo assez courte d'un entretien avec Emmanuel Macron, ce qui a alimenté effectivement cette cabale un petit peu de Georges Simion. Pascal Joannin, vous parleriez d'une cabale, comme vient de le faire Ulrich Bouna? Oui, je crois que c'est un faux-nez qui fait que M. Simion est mauvais perdant, enfin, après avoir reconnu qu'il avait été battu et assez sèchement. Alors j'ajoutais dans les éléments... Oui, mais ce bashing anti-français, c'était pendant la campagne. Hein, oui. Alors, il ne faut pas oublier aussi que Nicu Jordan, il a fait ses études à Paris. Oui, et donc peut-être en effet, pour Georges Simion qui incarne le roumain de Roumanie, etc., bien qu'il ait fait la campagne beaucoup en dehors, on l'a quand même vu s'afficher lui avec d'autres leaders. Il n'a pas... et son challenger... il a été voir Orban, il a été voir un certain nombre de gens qui sont sur sa ligne. Voilà. Oui. Donc, si vous voulez, on aurait pu penser que son challenger pourrait dire oui, mais toi aussi, tu as fait campagne avec le soutien d'ingérence, etc. Donc, non, je crois que c'est vraiment un faux-nez et que c'est quelque chose parce qu'il a perdu alors qu'il pensait peut-être au sort du premier tour la victoire à portée de main alors qu'il avait quand même plus de 20 points d'écart. Et ces 20 points d'écart qui étaient rattrapé par Nicu Jordan, ça montre que la Roumanie, à part avoir été fâchée peut-être par les systèmes, par en effet ce qui s'était passé, a quand même choisi de rester sur un biais européen avec un président qui était pas connu. C'était pas un candidat des 2 principaux partis. Hein, c'était aussi quelqu'un qui venait un peu indépendant, voilà. Et que donc ils ont donné une chance pour que lui maintenant mettre quelque chose en place, parce qu'il faut se souvenir que le Premier ministre a démissionné, donc la première tâche du nouveau président va être de mettre en place un gouvernement avec un nouveau Premier ministre et donc une nouvelle ligne pour faire que la Roumanie, qui est aux avant-postes, comme vous l'avez dit, en Europe et voisin de l'Ukraine, ne parte sur un bon pied. Georges Mink, est-ce qu'on regarde de Pologne? Est-ce qu'on l'a regardé attentivement, ce scrutin, puisqu'on est en plein, on est dans l'entre-deux tours. Là, le second tour a lieu le 1er juin, le 2 juin, je ne sais plus. C'est ça. Tout début juin. Le 1er juin. Le 1er juin, pardon. Donc le second tour. Est-ce qu'on regarde attentivement ce qui s'est passé en Roumanie? Et est-ce que la France est aussi accusée d'interférence dans le scrutin en Pologne? Non, la France n'est pas accusée de quoi que ce soit. Donc il n'y a pas le même bashing anti-français en Pologne? Enfin, si ça avait été en 2015, ça aurait probablement été le cas. C'était la période où l'élite conservatrice rompait le contrat sur les ventes des caracals à la Pologne. On traitait le français en prétendant que ce sont les Polonais qui ont appris
aux Français de manger avec une fourchette. C'était l'époque nationaliste. Voilà, il y a eu un climat anti-français, mais qui a été complètement évacué. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Récemment, la France a signé avec la Pologne un nouveau traité, qui est quand même un traité d'approfondissement des relations, et notamment sur le plan militaire. Donc, oui, mais est-ce que les deux candidats le soutiennent, ce traité, justement? Parce que là aussi, on se retrouve avec un candidat pro-européen, hein, Rafał Trzaskowski, je ne sais pas si je le prononce très bien. Trzaskowski, et puis le candidat qui, au contraire, lui, n'est pas nationaliste, aussi Karol Nawrocki, qui pourrait revenir sur ce traité, éventuellement, s'il était élu. Vous touchez au problème essentiel de la scène politique polonaise. Il y a deux forces en présence, finalement. C'est vraiment une sorte de polarisation. Et ce qui guide les pro-européens aujourd'hui, c'est de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, c'est-à-dire ne pas jouer la carte transatlantique exclusivement, l'Amérique, alors que les conservateurs se sont alliés à Trump, notamment, en proposant quelque chose d'assez grotesque, la création d'un Fort Trump militaire à la frontière. Donc il y a un clivage autour de cela. Les uns sont totalement pro-américains, les autres essayent de jouer les deux cartes en même temps. Donc c'est un sacré enjeu pour l'Europe, ça. Pardon? Sacré enjeu pour l'Europe, donc, oui, absolument. Mais j'ajouterai à propos de la Roumanie une anecdote. Simeon est venu soutenir le candidat polonais conservateur. Donc, au nom de cette internationale conservatrice populiste européenne, ils ont un peu les mêmes idées. Ce qui leur importe, c'est l'Europe des patries, le marché, bien sûr, mais rien d'autre. Aucun transfert de compétences vers Bruxelles. Ils considèrent que Bruxelles pourrait devenir même une sorte de Moscou d'aujourd'hui, c'est-à-dire un centre qui dicterait toutes les politiques, en fait, à ce pays. Et le scrutin est très serré pour l'instant. On va y revenir. Mireille Brun, est-ce que vous avez l'impression, parce que justement on parlait de Trump là, avec George Mink en Pologne, mais finalement Simeon, c'était aussi Trump, c'était un peu son modèle. On a l'impression qu'une sorte de trumpisation en fait de ces mouvements nationalistes dans l'Est. Est-ce que ça rappelle un peu le discours de J.D. Vance? Est-ce qu'il y a eu finalement un écho dans ces pays? Oui, tout à fait. Depuis la victoire de Trump aux États-Unis, on l'a bien ressenti. Tous ces mouvements, et pas seulement en Roumanie, tous ces mouvements souverainistes, nationalistes ont pris du poids. Ils se sont sentis encouragés par les discours de l'actuel président américain. Donc, on sent qu'il y a eu quand même un petit virage dans ces partis nationalistes. Et on voit les résultats aux élections, c'est assez inquiétant. C'est assez inquiétant. C'est assez inquiétant. Quand on voit c'est un esprit... les résultats dans les élections. Oui, et ça s'installe un peu quand même, ce côté trumpiste, ce mouvement, c'est pas juste conjoncturel. Le mouvement est là, il a pris du poids, c'est clair, mais on assiste aussi à un contre-mouvement. Le mouvement, les pro-européens dans tous ces pays, surtout en Roumanie, ont compris l'enjeu et ils sont sortis voter. Nous avons eu un taux de participation aux dernières élections de 64%, peut-être 65%. C'est un record, on n'a jamais vu ça en Roumanie. Donc, il y avait une tranche de Roumains qui ne votaient pas. Et ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas éduqués, c'est qu'ils n'y croyaient pas, ils ne croyaient plus à la classe politique qu'on avait en place. Donc les partis classiques, les partis anciens, la gauche et la droite, les socialistes et les libéraux, ils se sont déconnectés de la société roumaine. Et toutes ces tranches de Roumains qui refusaient de voter ont compris l'enjeu et se sont mobilisés pour faire gagner Nicu Dan. Ça a été assez spectaculaire. Et on a donc deux mouvements qui se sont renforcés. Le mouvement influencé par Trump, mais on a aussi le mouvement pro-européen qui sont renforcés de cette confrontation. Ulrich Bounaï, l'important c'est aussi l'Ukraine, parce qu'au final, ces deux tendances ont vraiment un regard très différent sur le soutien à l'Ukraine. Donc la victoire du candidat pro-européen aujourd'hui en Roumanie, ça veut dire un soutien à l'Ukraine qui continue. Ça aurait été l'inverse. Simeon, lui, était contre justement l'aide à l'Ukraine. Donc c'est ça qui était
Enfin, l'impact est majeur. Non, mais l'impact est majeur. Alors déjà, effectivement, au sein de l'Union européenne, parce que plus il y a de pays sur les tendances nationalistes et plus, on va dire, il y a des minorités de blocage qui se créent à Bruxelles. Mais effectivement, que ce soit pour la Pologne ou la Roumanie, ce sont les deux principaux points d'entrée de l'aide militaire à l'Ukraine. Et c'est parmi les principaux points de sortie des exportations ukrainiennes. Et donc, effectivement, c'est effectivement... Alors, le fait d'avoir des candidats, on va dire, pro-européens, ça garantit d'une part que l'aide à l'Ukraine va continuer. Mais par contre, ce qui est assez frappant lorsqu'on regarde effectivement les cartes, c'est que les régions qui sont à l'est, et donc qui sont en général le plus proches, on va dire, soit de la ligne de front directement, donc de la frontière ukrainienne, soit proche de la Moldavie, voire même directement de l'Ukraine, pour le coup, effectivement, on voit bien que l'aide à l'Ukraine a forcément aussi joué dans le vote populiste, dans le sens où certains, parmi les électeurs en Roumanie et en Pologne, ont peut-être estimé qu'on en faisait trop pour l'Ukraine comparativement à ce qu'on faisait pour eux. Et donc, ils se sont sans doute sentis un peu exclus et donc, effectivement, ont soutenu des candidats qui étaient contre l'aide à l'Ukraine. Ce qui est un peu paradoxal, Pascal Jonin, quand on y pense, parce que la Russie n'est pas loin, en fait, de ces pays. Donc, comment est-ce qu'un électorat, effectivement, peut choisir un candidat qui ne soutient plus l'aide à l'Ukraine lorsqu'on se trouve si à l'Est? C'est toute l'ambiguïté, parce qu'on a des partis, en effet, pour prendre le parti polonais, qui est PiS, ils n'aiment pas les Russes, du tout. Et ils sont sur une ligne qui est un peu moins disante que le parti du Premier ministre aujourd'hui. Il y a une influence sur l'Ukraine certaine. En Roumanie, il y a une influence sur la Moldavie. Et la Moldavie a des élections elle-même au mois de septembre. Et ça, s'il y avait eu Georges Simeone élu en Roumanie, il y a une semaine, ça aurait eu forcément un impact sur la Moldavie. Je ne veux pas dire qu'il n'y en aura pas, mais là, quand même, il y a peut-être une respiration que les Moldaves ont vu sentir le vent du boulet avec un candidat qui aurait été certainement beaucoup moins sympathique avec lui, alors qu'il parle la même langue et qu'ils sont voisins, etc. Et là, je ne dis pas quel va être le résultat des Moldaves en mois de septembre, mais là, ça donne un peu une bouffée d'air frais à la Moldavie. Et sur l'Ukraine, en effet, la Roumanie reste. On se souvient du voyage qu'avait fait le président roumain avec ses homologues Draghi, Macron et Scholz à l'époque, à Kiev. Donc, elle reste du bon côté, du côté de ceux qui veulent qu'on soutienne l'Ukraine pour qu'elle soit davantage forte face à la Russie. Parce que Simeone y était opposé. Est-ce qu'on peut dire qu'il était pro-russe carrément? Ah oui, Georges Simeone. On peut le dire. Même celui dont on a annulé, dont les élections ont été annulées. Et dont il avait fait un de ses colistiers en disant mais il n'a pas pu être élu et je le rattrape et je le mettrai dans mon équipe, même je lui proposerai le poste de Premier ministre. Donc on voit bien qu'il y avait une alliance de tous ceux qui sont peut-être pas francs du collier en disant pas qu'ils sont anti-russes, mais qui sont pro-russes, mais qui le sont par le fait et les déclarations qu'ils font et les actes qu'ils auraient fait demain s'ils avaient été élus. Georges Mimka, alors là aussi, les nationalistes, finalement, en Pologne, pendant la campagne, utilisent ce courant, finalement, anti-ukrainien en Pologne, qui peut surprendre, parce que les Polonais, on sait que, franchement, ils n'aiment pas les Russes. Donc comment est-ce que ce courant nationaliste en Pologne peut-il être alimenté par un sentiment anti-ukrainien? Beaucoup plus nuancé qu'en Roumanie, parce qu'il faut regarder la question des rapports avec l'Ukraine à travers le filtre russe. Or, tous les Polonais refusent évidemment l'impérialisme russe, ne considèrent pas que l'Ukraine mène une guerre ambiguë. Au contraire, pour eux, c'est le pays tampon. Plus les Ukrainiens gagnent, mieux ça vaut pour la Pologne. Et même les nationalistes polonais pensent cela. Mais dans le combat même de la compétition électorale, évidemment, on instrumentalise certains mécontentements des Polonais. Et notamment des agriculteurs qui protestent parce qu'ils sont en concurrence avec l'agriculture ukrainienne, qui est évidemment beaucoup plus puissante et moins chère en quelque sorte, peu importe la qualité. Mais autour de cela, il y a le premier abcès et une possibilité d'instrumentalisation. Et aussi quelque chose de curieux, les Polonais étaient ceux qui ont probablement reçu le plus d'Ukrainiens au moment du déclenchement de la guerre, avec un élan de solidarité absolument extraordinaire que la Pologne n'a pas connu depuis très très longtemps. Mais au fur et à mesure que ces Ukrainiens s'installent en Pologne, ça crée évidemment des conflits locaux entre les Ukrainiens qui traînent, qui ne travaillent pas, ou les Ukrainiens qui reçoivent des aides sociales qui sont plus élevées que les aides sociales pour les Polonais. Et là, c'est vraiment un réservoir ça joue en faveur des nationalistes. Absolument, les nationalistes instrumentalisent cette question.
Mireille Brun, quels sont les premiers défis que va devoir relever le président roumain? Parce qu'on voit bien quand même, là aussi, que le pays est très divisé avec ses positions différentes sur l'OTAN, sur l'Union européenne, sur la Russie, sur l'Ukraine. Qu'est-ce qu'il va devoir faire? Sa mission n'est pas facile. Sa principale mission, c'est de rassembler les deux camps qu'on a en Roumanie, les pros et les contre. Ça ne va pas être facile. La société roumaine est actuellement assez divisée. Le fossé est énorme entre les souverainistes et les pro-européens. La mission ne sera pas facile, d'autant plus que Nicușor Dan s'est positionné en candidat indépendant. Il n'a pas un parti derrière. Donc maintenant, il va devoir négocier avec les deux principaux partis, le Parti social-démocrate et le Parti libéral. Et le scénario le plus probable, c'est qu'il va nommer un Premier ministre libéral. On connaît déjà son nom, c'est l'actuel, c'est l'homme qui a remplacé l'ancien président Iohannis, Ilie Bolojan. Il représente l'aile réformiste du Parti libéral. Maintenant, on va voir si le Parti socialiste, qui est le plus important en termes de nombre de députés et de sénateurs, va suivre. On aura des négociations assez difficiles dans ces partis. Maintenant, la première tâche à accomplir pour Nicușor Dan, c'est de trouver un bon Premier ministre crédible qui soit accepté par la société roumaine et par les partis politiques. Et ensuite, trouver le moyen de mettre en place un gouvernement stable, capable de gouverner pour les années à venir. Ça ne va pas être simple. Ça ne va pas être simple, ça va prendre combien de temps, à votre avis? Ça peut aller sur quelques mois. Oui, quelques mois. Donc, on sent, Ulrich Buna, que c'est un peu fragile quand même tout ça. C'est d'autant plus fragile que finalement, ce qui rassemble aussi la Pologne et la Roumanie, c'est quand même un vent de dégagisme. Alors, c'est encore plus prononcé en Roumanie, puisque effectivement, le candidat du pouvoir a été balayé dès le premier tour, avec une vraie contestation en fait de la population sur la corruption, le fait que c'est tout le temps les mêmes, entre guillemets, je caricature, mais c'est un peu ça. Et le fait est que effectivement, c'est d'autant plus compliqué de bâtir une coalition avec des partis qui sont en partie discrédités au sein de la population. Et en Pologne, c'est à peu près pareil. Alors certes, on a toujours ce duel PiS-PO, mais il y a quand même, enfin, on a bien vu qu'une bonne partie de l'électorat s'est tournée vers un candidat extérieur, pareil, un outsider, M. Mensen, qui pour le coup, lui, en fait, a justement fait partie une campagne populiste contre les partis en place, en disant, moi, ce sera beaucoup plus simple, j'abaisserai les impôts, je dégagerai tous ces deux partis. Et donc c'est ça qui finalement est compliqué, quand bien même M. Tchaikovsky serait élu derrière, il va falloir essayer de reconquérir cette partie de la population qui souhaite simplement dégager les gens en place. Oui, parce que c'est intéressant, parce qu'elle joue dans cette situation en Pologne, donc il y a les deux camps, donc le pro-européen et le nationalisme, mais il y a une sorte de faiseur de roi, donc Sławomir Mencen, le candidat vraiment, lui, qui se dit d'extrême droite, il a eu 14,81% des voix, donc pratiquement 15% des voix. Et il demande... Et alors, il a fait toute sa campagne, si j'ai bien compris, sur sa chaîne YouTube. Donc, il touche tout de même les jeunes. Il a demandé aux deux candidats, justement, de participer à sa chaîne YouTube et d'être d'accord avec différents points, dont d'ailleurs restreindre l'accès des Polonais aux armes, des points anti-européens, refuser l'envoi de soldats polonais en Ukraine. Enfin, vraiment... et il leur dit, voilà, celui qui acceptera ces conditions, je vais le soutenir. Donc, ce n'est pas fait pour le candidat pro-européen en Pologne. Oui, alors on s'aperçoit, comme en Roumanie, qu'il y a deux pays. Il y a le pays des villes. Je rappelle que c'est le maire de Bucarest qui a gagné, et là il y a le maire de Varsovie, qui sont tous les deux candidats, donc voilà. Contre, je veux dire, les ruraux, on va dire, ceux qui habitent dans des provinces, les agriculteurs, vous en parliez tout à l'heure, ou des petites villes, et qui se sentent un peu des laissés pour compte, et qui ne voient pas tout ce qu'a apporté l'intégration européenne. Et donc on a le même cas de figure. Et alors, en Pologne, en effet, le candidat qu'on aurait pu penser qu'il apporte directement ses voix au candidat, alors qui n'est pas du PiS, mais qui est soutenu par le PiS. Pareil, on se cache derrière un faux-nez, là aussi. Qui se prend l'étiquette Trumpiste directement. Et là, il y a une démarche un peu originale, c'est je ne prends pas parti, je vais demander aux deux qualifiés, c'est ceux qui sont arrivés en tête, de se déterminer, et en fonction de ce qu'ils diront ou ne diront pas, j'appellerai ou pas à voter pour l'un ou pour l'autre.
autres. Alors c'est vrai que l'écart de voix est très faible, mais c'est aussi pour la Pologne un choix de savoir si on va au bout de quelque chose qui s'est passé en octobre 2023, c'est-à-dire qu'on a mis fin au pouvoir du PiS pendant 8 ans, avec des votes des jeunes et des femmes en particulier qui étaient fatiguées de ce gouvernement qui était un peu masculin. Il n'y avait pas trop de femmes dans le gouvernement, qui avait surtout fait beaucoup contre l'image du pays. On se souvient quand même que le pays, alors moins que la Hongrie, mais enfin, était quand même mis à l'encan de l'Union européenne. Et donc, il y a un Premier ministre qui, aujourd'hui, dit-il, Donald Tusk, notre Donald à nous, est empêché parce que le président de la République dispose de pouvoirs qui ne sont pas ceux du président français, mais qui sont quand même suffisamment importants. Chef des armées. Chef des armées, mais surtout, il a un droit de veto. Il peut dire au Parlement, non, ce que vous avez voté, ça ne me plaît pas, il faut que vous retravaillez votre texte. On imagine si Emmanuel Macron avait ce pouvoir, ce qui se passerait en France. Donc, on a en effet un président qui empêche un petit peu le Premier ministre d'aller au bout du programme qu'il avait mis en place pendant sa campagne électorale et pour lequel il a été élu. Et donc là, si les Polonais votent pour un nouveau Duda qui reprendrait le même flambeau, on aurait peut-être un pays qui serait un peu bloqué, alors que s'ils vont au bout du choix qu'ils ont fait il y a 18 mois, ils devraient donner en effet un hiatus positif à Trzaskowski pour lui dire vas-y, et puis si dans 4 ans on n'est pas d'accord, on reviendra à quelque chose d'autre ou on passera à un autre parti. Mais voilà, c'est un peu ça le dilemme aujourd'hui. Ça faciliterait les choses pour cet accord, par exemple, entre la France et la Pologne. Oui, ou pour même un certain nombre de réformes qui sont sur la table, mais qui n'ont pas pu être débloquées parce que l'actuel président de la République, celui qui sort et qui ne peut pas se représenter, bloque aujourd'hui. Donc, on a en effet un Premier ministre qui peut-être... Alors, on dit, mais il a été élu pour ça, puis il n'a pas fait tout, parce que derrière, il y a en effet quelqu'un qui est encore là et qui met des bâtons dans les roues. Georges Ming, donc on voit bien l'enjeu. Maintenant, effectivement, c'est très serré. Donc, qu'est-ce qui pourrait vraiment donner la victoire aux candidats pro-européens quand on voit justement ce faiseur de roi qui, sur sa chaîne YouTube, on ne sait pas encore très bien qui il va soutenir, mais enfin, s'il soutient un candidat nationaliste, il y a très peu de chance pour Trzaskowski, pour le maire de Varsovie. Les réserves sont limitées, évidemment. Par exemple, la clientèle de Mencen va se porter pour 60%, 70% probablement sur Nawrocki, sur le candidat qui est conservateur, et 30% peut-être hésiteront. Mais il s'agit de réactiver quand même les électeurs qui ne sont pas retournés aux urnes alors qu'ils ont voté pour Donald Tusk en octobre 2023. C'est les femmes, surtout, qui sont peu mobilisées, qui se sont battues contre la criminalisation de l'avortement. C'était vraiment un point de clivage fondamental. Là, elles sont descendues dans la rue. Elles se sont peu déplacées lors de ce premier tour. Elles se sont moins déplacées qu'avant. Et les jeunes aussi, parce que les jeunes étaient déçus par le peu de promesses réalisées par Donald Tusk pendant ces quelques mois, aussi en raison de cette permanence du veto du président Duda. Donc en fait, il y avait un immobilisme de la part de Donald Tusk. Alors tout dépendra, au fond, pour être synthétique, des reports de voix. Mais le problème, là, c'est que nous avons dans 2 ans des élections législatives. Ceux qui pourraient reporter leur voix doivent aussi construire leur avenir politique. Et donc, ils vont hésiter à reporter, à appeler au report de voix, parce qu'eux-mêmes doivent subsister, construire leur puissance. C'est un peu le cas d'ailleurs de cette 3e voie d'extrême droite de Sławomir Mencen, parce que, et c'est pas par hasard, c'est un homme très astucieux, un excellent tribun, à l'extrême droite de la droite polonaise, qui a réuni quand même dans ces plus de 14, presque 15% de voix, beaucoup de jeunes. Ce sont les jeunes surtout qui se sont déplacés. Comment on peut l'expliquer ça? Parce que les jeunes pardonnez-moi, sont mais déçus. quand il y a déjà le PiS qui est déjà très à droite, plus et en face un parti pro-européen, comment est-ce que quelqu'un comme Mencen peut émerger avec 15% des voix? Parce qu'il y a ce sentiment, ça a été mentionné, plus à droite. d'une sorte de gérontocratie qui est apparue en raison de... Les 2 leaders de 2 camps sont vieillissants. Les Polonais, d'une certaine façon, en ont marre. Et donc, ils voudraient le renouvellement de la scène politique. Il y a un climat anti-élite qui est né de cela. Donc, les jeunes aussi sont anti-élite. Et Mencen, il leur présente un avenir sans élite, en apparence.
lui-même se positionnant comme un libertarien, évidemment avec des mots d'ordre radicaux qui vont parfois, en ce qui concerne l'Europe, encore plus loin que PiS. Mais ça veut dire très loin. Il se séparerait de l'Union européenne, par exemple, Mensen, c'est ça l'idée L'idée, ça serait non pas de se séparer, parce qu'il sait très bien quelle confiture il y a à Bruxelles, mais c'est plutôt pour créer une sorte d'alliance, de coalition de pays souverainistes à l'intérieur de l'Union européenne qui s'opposeraient à tous les aménagements, transfert de pouvoir, réconsidération des traités. Ils veulent la Pologne. Pour la Pologne, c'est de polonocentrisme total. Et quelque part, ça éveille chez les Polonais une sorte de patriotisme localiste, comme ça, qui fait chez les jeunes, qui n'ont pas de culture politique ni de mémoire. Ils ne se rappellent pas qu'en 89, ce sont les libéraux qui ont gagné. Ils ne se rappellent pas que ce sont comment se fait-il? Ce n'est pas enseigné, ça? Ce n'est pas très enseigné, et Droit et Justice a utilisé tous ses moyens pendant son pouvoir pour réactiver plutôt une histoire martyrologique, héroïque d'avant. Et ça permet évidemment de faire jouer maintenant le même thème contre les libéraux. Mireille Brun, est-ce qu'on a un peu ce type de contexte que vient d'expliquer Georges Mink pour la Pologne en Roumanie? Tout à fait. On voit ces jeunesses roumaines qui se penchent vers les extrêmes. Et je dirais que l'attention des jeunes roumains, comme des jeunes polonais et probablement ailleurs, a été captée par ce qu'on appelle génériquement les médias sociaux, les nouveaux médias. Ils passent leur temps là-bas et ces jeunes, ils ne lisent pas le Monde, ils ne regardent pas la télé, ils n'écoutent pas la radio. Ils sont captés, leur attention est captée par les nouveaux médias. Et quand on regarde ce qu'on a sur TikTok et les autres, il y a de quoi être inquiet. Je pense qu'on doit déjà prendre conscience de ce phénomène qui est hyper puissant et qui peut influencer sérieusement le résultat d'une élection. Ulrich Bouna, alors effectivement, on voit le pouvoir des réseaux sociaux qui, effectivement, si je comprends bien, les jeunes sont attirés par la campagne des nationalistes sur ces réseaux. Et en plus, c'est un vecteur aussi de fake news beaucoup plus facile. Donc le patron de Telegram qui a accusé la France d'avoir fait pression, là je parle des élections en Roumanie, pour que justement, alors que la France se défend, la DGSE s'est même défendue, évidemment elle a démenti la DGSE parce que Pavel, donc le patron de Telegram, l'a accusé d'avoir fait pression pour qu'il donne des résultats en fait faux. Donc évidemment, ça alimente ces fake news. Alors, complètement. Alors, effectivement, pour le coup, Pavel Durov, donc le PDG de Telegram, avait accusé la France d'avoir fait pression sur lui pour qu'il, justement, coupe le robinet, grosso modo, aux nationalistes en Roumanie, ce qui était absolument faux. Et d'ailleurs, lui-même, quelques heures plus tard, a publié un autre message sur Telegram pour dire que non, finalement, il s'était mal exprimé. Mais donc, effectivement, le risque des réseaux sociaux, c'est que, donc, effectivement, ça permet un petit peu toutes les fake news toutes les fake news peuvent circuler sans être véritablement contrées, mais surtout ça permet à des personnes, ça a été dit, le candidat Mensen qui fait sa campagne sur Internet, ça a été pareil pour Simeon et Georgescu, mais donc il y a si vous voulez déjà ce terreau fertile, et en plus de ça ouvre la porte à des ingérences étrangères, alors pour le coup des vraies, notamment de la Russie, mais pas que. Mais donc effectivement, on est sur... Parce qu'il y a eu ces ingérences russes, il faut le rappeler aux téléspectateurs. En faveur de Georgescu, ils ont fait monter le candidat Georgescu de façon complètement hors sol, pour le coup, afin qu'il soit vraiment... Et je pense que c'était l'une des 10 personnes les plus visibles, en fait, je crois, sur TikTok dans les jours précédant la campagne. Enfin, dans le monde, ça n'avait aucun sens. Donc on peut dire qu'il y a eu une manipulation, là. Il y a eu une manipulation, mais encore une fois, les Russes, justement, sont très forts pour jouer là-dessus. C'est-à-dire qu'ils partent de fractures existantes dans les sociétés, en Roumanie, en Pologne, en dégagisme anti-élite, etc. Et ils les accentuent de façon extrême, puisqu'ils, justement, ils sont passés maîtres dans l'art d'utiliser les réseaux pour, justement, creuser des sillons au sein des sociétés. Alors, comment faire face à cela, c'est toute la difficulté, Pascal Joannin. Alors oui, en plus, il y a une très forte ambiguïté, parce que quand on connaît le sentiment vraiment anti-russe des Polonais, etc., savoir que la Russie soutient ou aide des candidats devrait les faire voter contre ces candidats.
Ça, c'est quand même l'absurdité des choses. C'est-à-dire que ces réseaux sociaux rendent complètement bêtes les gens qui les regardent en permanence et ils sont complètement décérébrés et complètement ils sont plus en plus avec la réalité. La deuxième chose qui est très importante en Pologne, c'est que même le PiS, pendant sa longue période où il a été au pouvoir, a toujours veillé à faire attention à ne pas franchir une certaine ligne. Parce que la Pologne reçoit beaucoup de fonds européens. Beaucoup de fonds européens. Et que sortir de l'Union ou vouloir en partir voudrait priver un certain nombre de gens qui aujourd'hui touchent des fonds européens, et notamment les agriculteurs, qui râlent peut-être, mais qui râleraient davantage. Donc, il faut que ces choses soient dites, parce qu'il y a des choses qui sont peut-être dites par les candidats, mais ce sont des mensonges, ce sont des fake news. Parce que si, en effet, on allait au bout de ce qu'ils disent, la société polonaise le regretterait, mais immédiatement. Et quand on voit là, le taux d'appartenance, enfin, le sentiment d'appartenance qui a été fait dans le dernier Eurobaromètre, qui a été le plus élevé jamais arrivé, on le voit, la même chose en Hongrie. Il y a un moment où on ne peut pas aller trop loin, parce que sinon, la population qui reste pro-européenne, même si elle vote pour des gens qui le sont moins, ne veut pas qu'on sorte de l'Union et que les fonds européens, ils sont très généreux en Pologne, c'est un des pays qui reçoit aujourd'hui le plus de fonds européens, ça ferait un vrai trou dans la caisse s'il n'y était plus. Alors pour ça, il faut raisonner. Enfin, je veux dire, il faut raisonner, c'est pour ça. Voilà. Il faut réaliser. Mais c'est peut-être aussi les besoins des candidats européens de rappeler un certain nombre de choses et de ne pas hésiter à mettre le pied là où ça fait mal pour montrer aux anti-européens qu'ils racontent n'importe quoi. Georges Mick, la difficulté, c'est que Georges Orban, il arrive à jouer sur tous les tableaux, par exemple. Exactement. Il arrive à avoir les aides européennes, même s'il y a des menaces. Non, alors elles sont bloquées. Elles sont bloquées maintenant. Elles sont bloquées, il en a plus. Il en a bien profité. Voilà. Oui, mais c'est ce qui explique aussi les difficultés économiques de la Hongrie actuellement et la montée des candidats. Et il est là depuis 12 ans, il y aura peut-être une fin d'Orban. Voilà. Alors, pour droit et justice, PiS, il faut dire quand même qu'ils ont été bloqués par l'Union européenne. Parce que tout simplement, ils ont violé à plusieurs reprises la règle de l'indépendance de la justice, l'état de droit a été bousculé et toutes les instances juridiques européennes se sont opposées à ce qu'on accorde, notamment ces fonds particuliers qui ont suivi la pandémie du Covid pour la reconstruction. Et là, ils étaient bloqués. C'est quand Tusk est arrivé au pouvoir que tout ça a été débloqué. Donc là, et là, ils l'ont oublié alors. Complètement, bien sûr, complètement. Mais c'est vrai qu'il joue en permanence l'idée que l'Union européenne, c'est la pompe à argent, un point, c'est tout. Et le reste, ils peuvent se permettre parce qu'ils considèrent qu'il n'y a pas de possibilité que l'Union européenne contrôle quoi que ce soit à l'intérieur du pays. C'est le fondement même du nationalisme polonais. Et ces interférences russes, elles existent aussi elles ont existé, au sein de les élections en Pologne? Comme elles sont intervenues au moment où il y a une coalition démocratique, elles se préservaient un peu de cela. C'est-à-dire à chaque fois qu'intervenait une forme différenciée, évidemment, d'intervention des Russes, ou éventuellement des gens qui représentaient les intérêts de la Russie à l'intérieur de la Pologne. Il faut dire qu'il y avait un candidat ouvertement et largement pro-russe dans la compétition électorale, mais qui a été minoré. Il était trop pro-russe, lui, en Pologne. Il était tellement pro-russe que ça ne passait pas, bien sûr, mais le pouvoir lui-même a créé une sorte de parasol de protection face à des attaques cyber en particulier. Et du coup, ça n'a pas tellement bien marché. Mais c'est vrai que l'intérêt des Russes dans cette affaire, c'est de produire la polarisation la plus profonde en Pologne, parce que ce qui les intéresse, c'est que la Pologne sombre dans les chaos. C'est ça l'intérêt des Donc Russes. C'est antinomique avec, en effet, le sentiment anti-russe des Polonais. Les Polonais sont les pionniers d'aide. C'est le hub par lequel passent tous les armements. Et même la droite conservatrice considère que c'est le minimum à faire. Un mot, Mireille Brand, puisqu'il nous reste quelques minutes. Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour en revenir à l'actualité plus proche, maintenant que ça y est, a priori, donc il y a un nouveau leader en Roumanie dans les jours qui viennent? Je pense que le camp pro-européen sortira renforcé de cette confrontation politique. Ça, c'est le côté plein du verre, on va dire. Les souverainistes vont continuer à faire leur jeu, mais ils sortent très affaiblis de cette élection présidentielle.
Et je sens déjà depuis quelques jours, depuis la victoire de Nicolae dans toutes les communautés où je suis très actif, je suis impliqué dans plein de communautés tech en Roumanie, je les vois, ces gens-là, c'est la première fois que je vois ça en Roumanie d'ailleurs, cet élan et cette foi dans l'avenir du pays. Ce que je ressens autour de moi, c'est une mobilisation que je n'ai jamais vue en Roumanie. Le camp pro-européen était un peu dépassé par les événements, on ne savait pas quoi faire. Et du coup, cette victoire-là les a bien renforcés. On sent une effervescence et je pense que ça va dans le bon sens. Maintenant, on a l'examen politique à passer. On va voir si l'actuel président, Nicolae, sera capable de mettre rapidement en place un gouvernement qui puisse régler les gros problèmes du pays. Et ça va avoir un impact, Ulrich Buna, sur l'ensemble de l'Est. Tout le monde va scruter ce qui va se passer en ce moment en Roumanie. Oui, c'est ça. Tout le monde va scruter ce qui va se passer en Roumanie. Il y a des élections en Hongrie l'an prochain aussi. Donc finalement, tout ce qui se passe dans ces pays-là a un impact non seulement sur les pays limitrophes, mais aussi, encore une fois, sur Bruxelles. Sur l'OTAN aussi. Alors sur l'OTAN, pour le coup, pareil. Je pense que les Roumains comme les Polonais ont parfaitement conscience que leur sécurité dépend de l'OTAN. Donc tous ces candidats naviguent toujours en disant qu'ils ne sont pas contre la sortie de l'OTAN, mais qu'il faudrait par contre quand même que l'OTAN diminue son aide à l'Ukraine. Donc on est toujours sur des messages assez contradictoire, on va dire. Mais par contre, ce qui est très clair, c'est que le vrai risque, en fait, c'est que plus il y a cette montée des populistes, et plus potentiellement on peut avoir un nombre on va dire, une minorité de blocage à Bruxelles. Et là, ce serait catastrophique pour l'Europe. C'est ça ? Pour l'instant, le minorité de blocage n'existe pas, parce que même les trains de sanctions contre la Russie, le 17e, a été voté à l'unanimité, parce que même Orban n'y est pas. Non, moi, même Orban l'a voté, donc, le 17e paquet. À l'unanimité. Moi, je voudrais rebondir sur Mireille Lebrun. Il vient de dire il y avait un sentiment un peu désespéré, et le fait qu'on ait voté pour celui qui allait peut-être sortir, en effet, le pays de l'ornière, enfin... Eh bien, les Polonais seraient bien inspirés d'en faire la même chose, parce que l'avenir de leur pays, et compte tenu de ce qui est leur histoire et de ce qui est leur sentiment anti-russe, ça devrait être en effet de se mobiliser pour que, en effet, celui qui est aujourd'hui... peut-être celui qui a l'avenir, parce qu'il n'est pas très vieux, monsieur Rafał Trzaskowski, etc., soit celui qui gagne demain. J'avais dit sur ce plateau, il y a 15 jours, après le premier tour de l'élection roumaine, le pire n'est jamais sûr en Europe. J'espère que le pire n'est pas sûr en Pologne, parce que là, pour le coup, ça serait vraiment très dommageable, compte tenu, en effet, de ce qui est aujourd'hui la Pologne, et de souhaits qu'on a vu le Premier ministre polonais, qui est inséré aujourd'hui dans un ensemble. On a vu l'image à Kiev avec le Premier ministre britannique, le chancelier allemand, etc. Et que tout ça, ça serait très dommageable pour la Pologne, qui se veut être à l'avant-garde, en effet, du combat contre les Russes, parce qu'ils savent très bien, eux, ils sont déjà en guerre, que si la Russie l'emporte en Ukraine, les prochains, ça sera peut-être eux. Merci Pascal Joannin, Ulrich Buna, Georges Mink, et merci Mireille Lebrun d'avoir participé à cette émission. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur ces élections en Roumanie et en Pologne. On a bien compris l'enjeu en tout cas. Vous pouvez retrouver l'émission sur les réseaux sociaux, également en podcast.